Que tout le monde m'entend. Sinon, on va régler, j'imagine, les problèmes techniques. Donc, vous êtes les bienvenus à notre séminaire virtuel et interactif, Les Tourbières, un paysage à découvrir, qui est organisé conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et le Forum mondial sur les paysages, le Global Landscape Forum en anglais, GLF. Alors, mon nom est Anne Brantom et je vais être la facilitatrice de cet événement virtuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans le département forêt de la FAO en tant que coordonnatrice et conseillère technique régionale pour l'Afrique du programme RED+, suivi national des forêts. Également, nous avons aussi Marianne Huttinen de la FAO qui va m'aider à faciliter, à modérer ce webinaire. Et je pense que sur ça, on peut commencer par quelques petites questions pratiques sur l'utilisation de cette plateforme. Bon, comme vous l'avez déjà vu, vous avez sur votre droite une fenêtre avec un chat. Donc, ça va être notre fenêtre vraiment de communication. Malheureusement, on ne peut pas connecter tout le monde avec des micros. Donc, les échanges, la communication, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre du chat. Et s'il y a des problèmes techniques, veuillez également mettre des notes là-dessus. Également, en bas, vous avez également un petit onglet, il y a marqué Ask a question, poser une question. C'est en appuyant sur ce bouton que vous allez pouvoir également mettre vos questions, écrire vos questions, poser votre question aux panélistes ou bien à l'ensemble même de l'audience. Voilà, sur le chat, juste une petite recommandation personnelle. Merci de ne pas donner vos contacts personnels ou des informations privées car ce chat et cette session va être enregistrée et publiée sur un site internet. Donc voilà. J'ai l'impression qu'on n'a pas le son. Est-ce que c'est... Je vois un commentaire là-dessus. Bon, je pense que nos techniciens vont aider là-dessus. La session va durer environ 1 heure ou 1h30, donc en fonction de la teneur des échanges. On va essayer de garder le temps pour avoir des discussions aussi riches. Et maintenant que nous avons passé ces questions d'ordre technique, on va rentrer dans le cœur du sujet, les tourbières. Donc, l'objectif de ce séminaire, les tourbières, un paysage à découvrir, c'est un séminaire donc en français, qui va, nous espérons, permettre de nous donner un meilleur aperçu sur la situation des tourbières dans le monde et en particulier au bassin du Congo et de répondre à certaines questions relatives à leur importance, à ce qui les menace. L'idée de ce webinaire est vraiment d'ouvrir un espace d'échange, de communication pour stimuler la discussion et la réflexion sur les tourbières et puis en mettant un accent, bien sûr, sur celle du bassin du Congo. Alors, peut-être pour faire une petite introduction, alors, vous savez, les tourbières, elles constituent un milieu particulier, unique, et sur lequel de plus en plus attention est portée. Les tourbières, elles contiennent de très fortes concentrations de carbone organique du sol, et donc un immense réservoir de carbone. Elles régularisent également l'écoulement de l'eau. Elles sont également des réservoirs de biodiversité, le refuge de nombreuses espèces vulnérables ou menacées d'inspection, comme les gorilles, les tigres, les orang-outans en Indonésie. Cependant, dans beaucoup de régions dans le monde, ces tourbières ont été fortement dégradées, détruites, soit par drainage, soit par incendie, soit par surexploitation. Et cette destruction affecte négativement à la fois les populations et contribue également à accélérer le changement climatique. On estime que 5% des émissions des gaz à effet de serre globales proviennent en effet de la destruction des tourbières. Également, récemment, il y a eu des recherches qui ont été effectuées dans le bassin du Congo, en particulier par l'université de Leeds, sur la cuvette centrale. Et ces recherches ont montré que ces tourbières étaient bien plus vastes que ce qu'on pensait. Elles couvreraient une étendue un peu plus grande que l'Angleterre, elles concentreraient 30 gigatonnes de carbone, ce qui est énorme. Et donc, elles méritent qu'on y prête aussi un grand intérêt. Alors, toutes ces recherches qui ont eu lieu, qui ont été publiées
ces précédentes années ont permis de mettre quelque part en lumière une ressource qu'on considérait peut-être qu'on considérait peut-être pas à sa juste valeur dans le bassin du Congo parce que peu exploité. Mais le séminaire va essayer de voir quel risque encourent-elles vraiment ces tourbières, comment préserver cette ressource, quel est le statut de la connaissance sur ces tourbières, comment intégrer les tourbières dans les stratégies de développement, les stratégies environnementales, les stratégies REDD+. Donc, autant de questions qu'on va couvrir un peu plus en profondeur dans ce webinaire. L'agenda pour cette session est structuré sur plusieurs thématiques. Donc, tout d'abord, on va avoir des présentations et des discussions sur un aperçu des tourbières au niveau mondial. Et ensuite, on va un peu se tourner plus particulièrement sur les tourbières du bassin du Congo. Que sont-elles? Pourquoi nous devons être attentifs? Nous aurons au cours de cette séance plusieurs présentations avec le concours de plusieurs panélistes, donc dont Francis Muller et le docteur Yves Suspens. Également, on va essayer, on a eu des preuves de connexion, mais on va essayer de connecter aussi Benjamin Torayambe pour partager aussi leur vision, leur expertise, leurs connaissances aussi et lancer aussi les échanges et les débats sur la question des tourbières. Bon, nous souhaitons, juste pour vous dire, nous souhaitons que cette session elle soit la plus interactive possible, donc la plus vivante possible. Donc, il ne s'agit pas d'une conférence, mais vraiment d'un échange. Alors, évidemment, il n'y a pas de microphone, mais n'hésitez pas surtout à poser vos questions ou à mettre vos commentaires sur le chat ou sur l'onglet Ask a Question. Pendant toute la durée du séminaire, pendant les présentations, il faut qu'on entende quelque part la voix de tout le monde. Et on va essayer avec Maria qui est là de faciliter aussi la communication de vos commentaires à l'ensemble. Donc, alors je crois qu'on avait environ presque 100 personnes qui se sont enregistrées là sur le webinaire. Donc, c'est vraiment une très importante audience. Donc, on est vraiment heureux de vous compter parmi nous. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors maintenant, peut-être, ce que j'aimerais, c'est que vous vous présentiez brièvement dans le chat. En expliquant si possible en une petite phrase ce qui vous amène, quelles sont vos attentes et je vais vous laisser quelques petits instants pour le faire. Donc, vous utilisez votre fenêtre de chat et mettez sûrement une phrase sur voilà, qu'est-ce qui vous amène ici dans ce webinaire, qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voulez partager, pourquoi êtes-vous intéressé par ce sujet. Est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, il faut. Bien, merci beaucoup. C'est Benjamin Toirambe de l'RDC. Ça va? Tout le monde m'entend? Oui. Oui, très bien. Très bien. Merci, il faut. On va peut-être, oui, merci de te présenter. Peut-être aussi on va présenter Francis et puis ensuite on va enchaîner sur les présentations. Bien, merci beaucoup de cette conférence. Si je peux parler d'une conférence en ligne comme ça, peut-être ce n'est pas bien approprié, mais ces échanges c'est très important. Avec une thématique qui fait un peu beaucoup de bruit, et que ce soit au niveau politique ici dans notre pays et aussi au niveau des intervenants sur le terrain. Donc, en parlant des tourbières, bon, bien que la thématique que les tourbières, c'est à découvrir, mais quand nous regardons la littérature dans notre pays, on trouve que les tourbières étaient bien connues dans les universités par la population, parce que la population, les zones marécageuses, et bon, et ils prennent ça comme la forêt, des sols, des marécages,
mais du monde scientifique, il y a eu quand même quelques travaux à l'époque, mais qui cherchaient, qui parlaient des tourbières. Et c'était des écosystèmes qui sont un peu connus dans le monde scientifique chez nous. Alors, mais son importance, c'est ça, ce qui n'est pas connu. L'importance des tourbières. Aujourd'hui, très bien, parce qu'aujourd'hui, on en parle maintenant que ça séquestre, donc ça stocke des quantités importantes de carbone. Ça, c'est une information qui, aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de la société, elle est presque nouvelle. C'est-à-dire, on ne donnait aucune importance de ces zones humides. Si ce n'est pas l'agriculture, si ce n'est pas la pêche, si ce n'est pas autre chose des activités humaines. Mais parler du carbone, parce que le carbone, d'ailleurs, le concept lui-même, le carbone, il n'est compris que, cette expression n'est connue que par des gens qui ont étudié, mais la population ne connaît même pas qu'est-ce qu'on entend par carbone. Donc, a fortiori, le carbone dans les tourbières, on ne pouvait même pas en parler. Mais maintenant, avec les discours de la société civile, les discours des scientifiques, maintenant les gens cherchent à comprendre et c'est tout au plan politique. On veut maintenant savoir réellement son importance. Alors, mais sur le plan loi, les zones humides pour nous, en RDC, ce sont des zones qui sont déjà, sur le plan d'aménagement, ce sont des zones protégées. Donc, on ne peut pas faire une exploitation dans des zones humides. Ça, la loi ne le permet pas. Bien que bon, peut-être parce que même dans ces zones-là, c'est difficile de faire l'exploitation parce qu'il y a tellement de la boue, il y a tellement de eau qu'aucune machine qui est adaptée de faire une exploitation dans ces zones. Mais ce qui est vrai que ce sont des zones où les populations riveraines, et il faut la pêche. Prenons par exemple dans la cuvette centrale, là où on parle maintenant dans la cuvette centrale, c'est là où la zone est mieux indiquée pour faire la pêche. Et rarement dans ces zones on fait l'agriculture. Rarement. Parce qu'il y a trop d'eau, on ne peut pas faire parce que l'agriculture avec le système actuel de chez nous, c'est l'agriculture surbrillée. Alors, dans ces zones-là, faire l'agriculture, ça pose des problèmes. Mais il y a quand même des endroits. Prenons par exemple sur l'Anguiri. Là, on fait une agriculture, mais sur des montes de terre. C'est-à-dire, là où il y a des montes de terre, on peut faire l'agriculture, on peut planter, par exemple, des bananeraies, on peut planter des riz actuellement. Or, à l'époque, la culture de riz, par exemple, ne se faisait pas dans ces zones de marécage, mais avec la crise, maintenant, ils commencent à faire la riziculture. Donc, ce sont des zones qui sont par la loi protégées pour l'exploitation forestière, mais pour les activités des communautés locales comme la pêche, comme je venais de le dire, sont permises pour qu'ils fassent ces activités-là. J'ai vu dans les textes qui nous a été balancé une richesse sur la biodiversité. Exactement. C'est dans ces zones-là qu'on trouve beaucoup d'éléphants. C'est dans ces zones où on trouve beaucoup de singes, beaucoup de primates, beaucoup de diverses espèces de poissons, beaucoup d'espèces des animaux, des antilopes par exemple. Donc, c'est vraiment une zone riche en biodiversité. Alors, mais ce sont des zones aussi habitées. Prenons par exemple, quand vous regardez à côté du lac Tumba, que là-bas on appelle le lac Tumba en langue de ce coin-là. C'est facile, il y a beaucoup de populations riveraines, c'est-à-dire qui habitent vraiment à côté de l'eau, et ce sont ces populations qui ne dépendent que de ces écosystèmes-là. C'est comme ça qu'ils exploitent. Mais ils ne voient pas en profondeur. Ils sont superficiels vraiment dans la surface. C'est seulement là où on peut trouver que non, il y a peu d'eau et on peut faire la pêche. Et là où il y a des montes de terre, on peut faire l'agriculture. Et maintenant, avec l'agriculture et la riziculture,
c'est là où ça pose quand même un problème parce que ça devient une culture où beaucoup de personnes s'y donnent, surtout sur la rivière Ngiri. Alors, les précautions à prendre maintenant, si je peux parler des précautions, c'est que maintenant il faut les plans d'aménagement. La population est là. Si on parle de la protection intégrale, ça va poser tellement de problèmes. Mais il faut parler de la protection, parler aussi de l'utilisation de ces zones aussi. Mais comment le faire? Alors là, il faut que les scientifiques commencent à analyser le mode de l'utilisation de ces zones pour que la population qui dépend de ces zones ne puisse pas connaître des problèmes. Comme vous le savez, nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde, bien qu'il y a trop de ressources dans ces pays, mais c'est les pays les plus pauvres. Si nous parlons de la population, même en Afrique, et même en Afrique centrale, c'est la population la plus pauvre. Et dans ces zones, vous trouvez les pygmées, par exemple. Ce sont des êtres humains. Alors, si on ne les met pas au centre, cette population va disparaître. C'est-à-dire, si on les met à côté, on peut dire que non, bon voilà, on va protéger cette zone-là d'une manière stricte, comme à l'époque. Donc, on aura des problèmes avec cette population de communautés autochtones. Il y a des riveraines aussi, des populations riveraines. Donc, il faut les prendre en compte, parce qu'ils sont pauvres, ils ne dépendent que de la pêche. Alors, maintenant, il faut des études qui peuvent faire en sorte qu'il y a cette cohabitation et avec cette cohabitation de la biodiversité avec les humains et qu'il n'y a pas de dégâts. C'est à ce niveau-là que nous devons réfléchir. Donc, voilà un peu ce que je voulais introduire en ce qui concerne la RDC. Voilà un peu, je me limite là et on va continuer le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin Torrambé. Monsieur Torrambé, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Donc, vraiment, merci d'avoir aimablement accepté d'ouvrir et de donner ce mot d'introduction de ce webinaire. Je trouve qu'effectivement, mettre l'accent sur les populations, sur la prise en considération de ces populations, effectivement, dans des plans d'aménagement des tourbières est quelque chose de très important. Donc, merci beaucoup pour ce mot d'introduction avec beaucoup de messages clés déjà. Bon, j'en profite un peu, j'ai regardé un peu sur le chat les présentations des uns et des autres, donc une très grande participation. On a des gens du Congo, de la RDC, bien sûr, on a aussi des gens de France, d'Irlande, du Gabon. On peut voir qu'on a des personnes intéressées sur les inventaires des gaz à effet de serre, sur la gestion durable, sur l'éducation, donc sur l'enseignement, des journalistes, économistes, donc vraiment une variété de participants et je pense que le débat est donc riche et les attentes sont également multiples. Voilà. Sur ce, j'aimerais maintenant convier Monsieur Francis Muller à prendre la parole. Donc, Monsieur Muller est depuis 2003 directeur du pôle relais Tourbière à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, qui a été institué par le ministère français de l'Environnement. Il a participé à différents programmes et rencontres nationaux et internationaux dans ce cadre-là, ou bien dans celui du groupe international de conservation des tourbières, dont il est le trésorier. Donc, Francis va maintenant nous donner un panorama un peu de la situation des tourbières dans le monde. Et là encore, n'hésitez pas à continuer à échanger vos réactions, à poser vos questions pendant la présentation. À vous, Francis. Merci, bonjour et merci pour ces introductions. Avant que nous revenions vers l'Afrique centrale et en plaçant également ces tourbières tropicales à leur juste place, je voulais vous faire une petite introduction un peu générale sur les tourbières pour montrer que finalement ces tourbières tropicales ont une certaine logique au milieu des tourbières qu'on trouve en d'autres parties du monde également. Alors il y a deux éléments qui sont très importants
pour arriver à avoir une tourbière, ce sont la végétation et l'eau. Nous n'avons jamais de tourbière sans ces deux éléments-là. Les tourbières sont formées par l'accumulation de végétaux qui ne se décomposent pas ou qui se décomposent que partiellement et qui s'accumulent donc dans ces zones humides qui doivent être justement en eau pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'ils ne se décomposent pas ou peu? C'est principalement car dans ces endroits qui sont toujours en eau, nous sommes donc en anaérobie, nous n'avons pas d'oxygène ou très peu d'oxygène qui arrive à pénétrer sous l'eau. Et il y a donc peu d'éléments décomposeurs, animaux ou végétaux, qui vont faire disparaître cette matière organique et la transformer, comme dans les forêts par exemple, en terre. Et ce phénomène, il est accentué par la présence de composés chimiques comme des acides, des phénols qu'on va trouver dans la sphaigne ou dans certains de ces matériaux. Il est aussi accentué par le froid, mais le froid n'est pas un élément indispensable, comme on l'a quelquefois à l'esprit, en tout cas en Europe. On peut arriver à avoir des tourbières en zone tropicale, c'est justement ce qu'on verra tout à l'heure. Après quelques siècles ou quelques millénaires, les matériaux qui sont accumulés forment une couche de tourbe. Hein, c'est cette matière végétale accumulée qui va s'appeler de la tourbe, et elle peut atteindre plusieurs mètres et avoir des particularités justement qui nous intéressent. Alors, quand on regarde la deuxième diapo, please send us the second slide, la carte des tourbières du monde, les tourbières existent dans la plupart des pays du monde, mais sont plus fréquentes dans les régions boréales. Vous voyez, la grande zone de tourbières, c'est le Canada, la Russie, la Scandinavie, car justement, toutes les conditions que je viens d'exposer sont présentes au maximum. Alors, la présence de tourbières a longtemps été négligée dans la zone tropicale. Vous voyez ici sur la carte que l'Indonésie principalement, mais aussi le bassin du Congo et quelques autres zones d'Afrique, également certaines zones d'Amérique du Sud avec les Guyanes, mais aussi des zones andines en montagne, présentent des tourbières. Et certainement, pour l'Afrique et pour l'Amérique du Sud, a-t-on sous-estimé la présence de ces tourbières. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne quand même? Si l'élément chaleur est peut-être plus favorable à la décomposition des végétaux, en revanche, la production végétale est très importante. Donc nous pouvons avoir des couches de tourbe qui se sont accumulées dans le bassin du Congo qui sont très importantes. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je vais le répéter rapidement. Les tourbières ont plusieurs intérêts. On a déjà parlé des réservoirs de la biodiversité, régulateurs également de l'hydrologie et du climat. Elles sont souvent plus froides que les alentours. Elles créent une atmosphère localement plus humide, contribuent aussi à éviter dans une certaine mesure les inondations et les assèchements excessifs. Ça, c'est donc un des intérêts qui est très important pour ces tourbières. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce sont aussi des archives de l'histoire. Ces couches de tourbe nous permettent de connaître la présence de végétaux anciens, nous permettent de savoir tout ce qui s'est fait depuis plusieurs milliers d'années, et c'est quelque chose qui est tout à fait datable. Et maintenant, c'est un point qui n'était pas tellement mis en avant il y a quelques années, c'est donc un très important réservoir de carbone. On pensait davantage aux forêts en tant que réservoir de carbone, mais les tourbières le sont aussi, et plus encore, et ont l'avantage aussi de garder, si on ne les détruit pas, ce carbone sur des longues périodes. Can you show the third slide, please? Cependant, quand les tourbières sont brûlées ou quand elles sont asséchées, elles libèrent le carbone qui est accumulé. Et là, on a un problème qui est très important qui se manifeste. Alors déjà, même sans les brûler, si on les assèche, le dioxyde de carbone, le méthane et quelques autres gaz sont libérés et dans l'atmosphère en grande quantité, et la tourbe s'affaisse, la tourbe se minéralise et change complètement de propriété. On ne peut pas revenir en arrière. Si encore avec plus de force, la tourbière devait être brûlée, et elle va s'enflammer plus facilement lorsqu'elle perd de l'eau, tout ce phénomène est encore accentué. Et c'est ce qui s'est justement produit en Indonésie durant les dernières années, avec des conséquences très catastrophiques, aussi bien pour la nature que pour les personnes qui habitaient aux environs et même à plusieurs milliers de kilomètres, puisque les fumées se sont répandues dans tout le sud-est asiatique. Donc une chose qui est très nette, nous avons là donc un merveilleux réservoir de carbone, ce dont nous avons de plus en plus besoin, car justement le carbone peut se transformer, peut être libéré sous forme de gaz à effet de serre. Si ces gaz sont trop importants dans l'atmosphère, eh bien nous allons accentuer encore le changement climatique qui nous pose tant de problèmes. À l'inverse, si les conditions sont meilleures, si les tourbières fonctionnent bien, elles peuvent être des puits de carbone et recevoir ainsi une bonne partie du carbone que nous avons en excès dans l'atmosphère. Voilà donc pour les propriétés principales
de nos tourbières que nous essayons de mettre en avant. The fourth slide, please. Nous avons donc, en cas de problème, un problème, c'est justement avec les tourbières drainées qui émettent 2 gigatonnes de dioxyde de carbone par an, c'est-à-dire qu'une toute petite part des terres du monde, 0,4% environ, produit ainsi 5% de toutes les émissions mondiales. Si on les détruit, ces tourbières, on a un risque de catastrophe. Au contraire, si on les protège, on peut faire appel à elles pour s'en sortir. Et please show us the last slide. Last slide, please. Nous avons également la possibilité de maintenir en bon état les tourbières qui le sont encore. Ça, c'est une priorité, faire en sorte que les tourbières qui ont encore une hydrologie qui fonctionne bien soient maintenues pour garder toutes les propriétés que nous avons maintenues, que nous avons mises en avant tout à l'heure. Pour ça, il faut d'abord arriver à les connaître, les cartographier et organiser le territoire de manière à ce que ce soit le cas. Lorsqu'il y a des tourbières drainées, mais qui sont encore en mesure d'être sauvegardées, d'être restaurées, ce qu'il faut essayer de faire, c'est les restaurer. On sait maintenant dans une bonne mesure comment faire, résoudre ainsi une partie des problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et lorsque nous n'avons plus des tourbières qui sont vraiment en bon état, essayer de remettre tout de même de l'eau, car le principal problème vient de la disparition de l'eau et nous risque d'avoir les incendies que j'évoquais tout à l'heure et des dégradations qui ne vont aller qu'en s'agrandissant et en étant très problématiques à terme. Donc, en résumé, en trois mots, les tourbières encore en bon état, comme sont celles en grande partie du bassin du Congo, et bien essayer de les sauvegarder au mieux. Et celles qui ont été en partie abîmées, tâcher de les restaurer avec des techniques qui commencent à être connues et qui ont besoin d'être vues justement avec les universitaires, avec les responsables politiques et en accord et en collaboration avec les populations locales de manière à ce qu'elles puissent continuer à vivre dans les meilleures conditions. Voilà ce que je pouvais vous indiquer comme élément introductif et je pense que maintenant nous allons pouvoir retourner vers les questions et retourner particulièrement vers le bassin du Congo où ces tourbières ont été maintenant mises en évidence avec plus de force, comme elles le sont dans bien d'autres bassins tropicaux de notre planète. Très bien. Merci beaucoup, Francis, pour cette excellente introduction qui nous permet d'avoir un bon aperçu de que sont les tourbières, quels sont les processus biophysiques qui sont impliqués, quelles sont les menaces auxquelles elles sont confrontées, et puis comment y faire face. Donc, qui donne quelques clés de savoir pour savoir un peu comment essayer de prévenir ou bien de contrebalancer les effets négatifs de certains impacts comme les incendies ou le drainage. Voilà. Donc maintenant, je crois que nous allons commencer avec certaines questions. Donc Maria, je pense, a noté quelques questions qui ont été posées par les participants. Maria, est-ce que tu veux mentionner quelques questions qui ont été posées? Alors, on essaie de rajouter Maria en tant qu'intervenant. Maria? Voilà, c'est moi. Merci beaucoup. C'est super de voir autant de gens enthousiastes. On n'attendait pas 100 personnes dans cette session, donc c'est vraiment bien. On a reçu une très intéressante question, par exemple de Tania, qui pourrait être bien pour Francis. Quel est le statut juridique des tourbières? Disons en droit international ainsi que national. C'est assez vaste. Hein? Les tourbières sont-elles reconnues et protégées par la législation nationale de certains pays? Si oui, de lesquels? Alors, les législations nationales sont bien sûr très différentes de l'une à l'autre. Il y a un certain nombre de pays, ils ne sont pas encore très nombreux, qui accordent une protection totale aux tourbières. L'exemple que j'ai le plus nettement, c'est la Suisse, qui par la directive de Rotenturm, qui a déjà 30 ans, a décidé de protéger l'intégralité de ces tourbières. D'autres pays, et notamment dans l'Union européenne, ont pris en compte les tourbières de manière forte et les tourbières sont particulièrement reprises dans le réseau Natura 2000, à savoir de nombreux habitats de tourbières sont ainsi énumérés
et doivent être protégées par les États. Ce n'est pas tant toutes les tourbières qui sont protégées que chaque État doit désigner un nombre très conséquent de tourbières des différents types et ainsi ils entrent dans ce réseau Natura 2000 qui est protégé. Alors, je n'ai pas une connaissance de l'ensemble des législations de tous les pays du monde, qui malheureusement beaucoup de ces pays ne prennent pas encore en compte les zones humides en général et pas encore assez bien les tourbières, mais la tendance va quand même avec une prise en compte grandissante. Mais on ne peut pas dire que sur la planète entière, les zones humides en général et les tourbières en particulier soient réellement protégées. Donc, les législations sont très variables d'un cas à l'autre. Donc, même certains pays auxquels on ne penserait pas, par exemple le Kazakhstan, a protégé l'ensemble de ses tourbières. Vous voyez, on n'imaginerait pas forcément, mais y compris des pays auxquels on ne songe pas ont protégé l'ensemble de leurs tourbières. Merci beaucoup, Francis. Très, très bonne réponse. Bien sûr, ici aussi, il y a la convention de Ramsar sur le tourbière où beaucoup de pays sont membres, mais effectivement, on reconnaît même pas tous les tourbières du monde, donc ils sont pas toujours protégés. Peut-être on pourrait aussi maintenant prendre la question de Léa. Je soupçonne que c'est le même Léa de Wetlands International et je voudrais prendre la question, comment peut-on protéger les tourbières en arrêtant les plantations d'huile de palme qui vont commencer en Congo aussi? Demande Léa. Peut-être, est-ce que c'est moi qui réponds ou est-ce que c'est nos collègues congolais qui veulent prendre la main? Oui, on pourrait aussi demander cette question dans la discussion panel. Si pour le moment, pour qu'on sache, il n'y a pas tellement de signes d'utilisation de plantation de huile de palme dans le bassin du Congo, effectivement, comme Monsieur Torambé a mentionné pour la question de drainage assez difficile. Effectivement, on peut, oui. Pardon, il faut rappeler peut-être que le palmier à huile est une plante qui est originaire d'Afrique. Hein. On croirait maintenant presque que c'est une plante indonésienne, mais c'est une plante qui est originaire sur place et qui a son écosystème naturel, hein, avec le vautour palmiste et tout ça. Donc il y a quand même une place pour le palmier, mais une place beaucoup plus limitée. Le problème est que pour bien de ces cultures, hein, on ne plante pas les palmiers comme ça dans une tourbière qui serait en bon état. Il est d'abord nécessaire de faire des drainages importants, d'aller faire disparaître toute la forêt qui est en place. Les plantations telles qu'elles existent maintenant, notamment en Indonésie, sont des plantations qui ont nécessité un assèchement des tourbières en place et un abattage de l'ensemble de la forêt. Et c'est ça qui fait que finalement tout l'écosystème est modifié. On pourrait imaginer des plantes présentes ici et là, mais le système de plantation monospécifique avec exclusivement des palmiers à huile détruit absolument tout l'écosystème et a des conséquences en chaîne ensuite sur tous les phénomènes que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir le bon fonctionnement hydraulique, il y a les incendies qui s'en suivent, enfin on a toute une suite de je peux dire, catastrophes qui en découlent, y compris bien sûr sur la biodiversité avec la disparition des espèces qui sont liées à des forêts beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Donc, on va peut-être prendre une autre question pour Francis, plus relative à la perspective mondiale. Donc, il y a une question sur en Amérique du Nord, la tourbe est utilisée pour alléger la terre dans le jardinage. Est-ce que cette activité est aussi génératrice d'émissions telles que le brûlage? Oui. Alors, en Amérique du Nord, comme en Europe et dans quelques autres pays aussi, les propriétés physiques assez extraordinaires de la tourbe qui viennent en grande partie, c'est surtout la sphaigne qui est contenue dans la tourbe qui est idéale de ce point de vue-là, et il se trouve qu'elle peut améliorer beaucoup les conditions du jardinage. Par contre, là aussi, lorsqu'on exploite cette tourbe, la tourbière elle-même est détruite. On ne sait pas encore faire d'aller exploiter de manière vraiment durable cette tourbe sans faire disparaître la tourbière. Même si, et notamment nos collègues canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus, on connaît maintenant des méthodes qui permettent de la remettre en place. Mais on ne peut pas dire que ce soit un matériau qui soit d'usage durable, puisque la remise en œuvre du fonctionnement de la tourbière va remettre plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. La tourbe qu'on ôte n'est pas remplacée facilement.
Donc, nous travaillons sur le sujet et il y a moyen, en fait, de créer des produits de substitution. On n'est pas obligé d'utiliser la tourbe. On peut créer des produits qui comportent, par exemple, des écorces de pin, des écorces de coco, du compost, issus, eux, de manière, qui proviennent d'usages beaucoup plus durables et beaucoup plus respectueux de la nature. Donc, on peut préconiser, et c'est ce que nous essayons de faire aussi, que les jardiniers amateurs, mais aussi les professionnels, trouvent des produits de qualité qui soient issus d'un mélange qui exclut les produits de la tourbe, lesquels ne sont pas... Alors, ils peuvent être biologiques parfois, parce qu'effectivement, c'est un matériau on peut l'utiliser en agriculture biologique, mais c'est une agriculture biologique qui, paradoxalement, fait disparaître les tourbières. Alors, on ne manque pas de paradoxe de temps en temps. Très bien, merci beaucoup. Donc, je crois que maintenant, on va un peu parler des tourbières du bassin du Congo. Donc, on a le docteur Hippo Suspens avec nous de l'université Marienne Ngouabi à Brazzaville, en République du Congo. Et Suspens a travaillé activement sur les quantifications des émissions de CO2 provenant de la déforestation et de la dégradation forestière en République du Congo, notamment avec la FAO. Et il a également contribué à des travaux de recherche sur les tourbières avec l'université de Leeds. Donc maintenant, Suspens va nous parler de quels sont les types de tourbières qu'on trouve dans le bassin du Congo et quelle est cette étendue qui existe, est-ce qu'elle a des menaces, donc voilà. Et là encore, on nous demande donc d'être actifs dans le chat et on a beaucoup de questions qui sont venues sur le Congo qu'on va reprendre plus tard. Mais continuez à être actif. Est-ce que vous êtes prêts là pour Oui. Très bien. Donc on va passer à votre présentation. Oui, merci. Bonjour donc à tout le monde et je suis très heureux de pouvoir partager cette présentation avec tous les collègues qui sont là en ligne pour suivre cette conférence. Je n'ai pas honte d'utiliser l'expression conférence, surtout que nous travaillons tous la lutte contre le changement climatique. De telles initiatives doivent être encouragées pour réduire les émissions dues au transport aérien. Merci beaucoup. Alors donc, l'exposé que j'ai à présenter ce matin donc, au nom de notre groupe Congo-Pit s'intitule Tourbière de la cuvette centrale, menaces et perspectives. Je ne suis que co-auteur. Comme vous voyez déjà dans cette slide-là, nous sommes une équipe qui est dirigée par le professeur Simon Lewis. Et dans l'équipe, vous avez d'autres noms comme affichés dans cette première slide. Next slide, please. Charlie, the next slide. OK. Alors, donc, pour notre présentation, par rapport au temps qui nous était imparti, la première question qui nous était posée, c'était de savoir quelles sortes de tourbières peuvent être trouvées dans le bassin du Congo. C'est une question très importante. Sauf que nous n'avons pas encore une réponse directe à cette question sur le type parce qu'il y a, on va dire, un grand débat au niveau international sur la classification des types de tourbières. Mais si l'on s'en tient uniquement à la classification qui se repose sur l'hydrologie, notamment l'eau, nous pouvons dire qu'il y a une supposition que le type de tourbières que nous avons dans le bassin du Congo sont des tourbières ambotrophes. Mais cela n'est qu'une hypothèse encore parce qu'il faudrait densifier la collecte des données, poursuivre avec les travaux de recherche pour qu'à la fin, qu'on arrive à la conclusion. Et d'ici à 4 ou 5 ans, on aura la conclusion sur le type de tourbière que nous avons dans le bassin du Congo. La figure vous montre déjà ici l'étendue de cette tourbière-là, la cartographie qui a été faite, comme cela est déjà publié, que cette tourbière s'étendent sur environ 145 000 km² et le stock de carbone contenu est d'environ 30 gigatonnes, ce qui représente environ 20 années d'émissions annuelles anthropiques d'un pays comme les USA. Thank you, Charlie. Next one. Alors, par rapport à la question, on va dire centrale sur les menaces qui subsistent, on va dire qu'il y a plusieurs types de menaces qui ont été identifiées
par notre équipe de recherche. On va dire que la première menace, ce sont les changements climatiques. Si nous considérons les différents scénarios, on va dire, de prédiction climatique qui ont été déjà proposés au niveau du GIEC, on prévoit une augmentation de la température qui pourrait varier entre 0,5 et 4,5 degrés Celsius. Alors, quels que soient les différents scénarios possibles, nous sommes tous d'accord qu'on va assister à un réchauffement global. Le réchauffement global suppose donc une augmentation de la température, comme nous sommes en train de le dire, et cela risquera d'avoir des impacts importants sur les cycles hydrologiques, notamment sur le cycle de l'eau, donc la chute des pluies, donc les précipitations. Mais non seulement que cela aura un impact sur le cycle pluviométrique, il faut aussi dire que l'augmentation de la température va avoir un impact direct sur l'évapotranspiration. Donc, on risque d'assister à un assèchement de ces zones de tourbières, comme l'a dit Francis dans son propos, que les tourbières, en gros, sur toute la planète, doivent leur existence à une synergie qui existe entre la matière organique et la présence de l'eau. Et donc, si les changements climatiques suivent, on va dire, les différents scénarios qui ont été aujourd'hui présentés au niveau du GIEC, on assistera donc à une évapotranspiration qui aura pour conséquence donc l'assèchement des zones de tourbières. On peut aussi assister, comme je l'ai dit, à une diminution des précipitations ou aussi à un prolongement des périodes sèches. Et comme nous sommes en train de dire, Francis l'a dit aussi dans son propos, juste pour montrer le lien qui existe entre les différentes présentations, c'est que les tourbières existent parce que la décomposition de la matière organique, elle est très lente du fait qu'il y a un manque d'oxygène dans ces zones-là à tourbières. Mais l'assèchement va donc contribuer, on va dire que l'évapotranspiration va contribuer à l'assèchement, ce qui va donc augmenter la décomposition de ces tourbières. The next one, please. OK, ici, nous avons repris des figures qui ont été présentées dans notre deuxième publication, la deuxième publication du groupe qui a présenté les menaces qui existent sur les tourbières. Je vous ai parlé des changements climatiques, mais l'autre menace qui existe présentement, c'est quoi? Dans la figure qui est à gauche, je ne peux pas dire, mais dans la figure qui est à votre gauche, vous avez là une superposition des couches, sinon des limites des aires. On va dire une superposition des couches qui présentent les concessions forestières, mais aussi les parcs nationaux qui existent dans cette zone qui a été cartographiée. Cela veut dire quoi? Que ces tourbières viennent d'être mises en valeur présentement, mais avant la découverte officielle et la publication de ces travaux de recherche, pour le cas de la République du Congo que nous connaissons parfaitement, il y a que dans cette zone-là, vous avez des superficies importantes de forêts. Et ces forêts-là, dans le cadre du plan d'aménagement, ont été, on va dire, attribuées à des concessionnaires qui donc exploitent le bois. Et donc, nous avons des superficies pas mal négligeables de forêts qui ont été attribuées à des sociétés forestières. Et il se trouve que dans ces superficies-là, nous avons des zones importantes qui regorgent les tourbières qui ont été découvertes présentement. Et donc, si nous voulons préserver durablement ces tourbières-là, il faudrait que les exploitants forestiers participent à l'effort de conservation en évitant d'aller vers ces zones qui sont très riches en biodiversité, comme nous sommes en train de le dire, mais aussi qui regorgent d'importants stocks de carbone. Il y a aussi que, d'après les investigations que nous avons eu à mener et la publication le dit si bien, c'est qu'il a été découvert dans le sous-sol de cette zone de tourbières, il y a de fortes chances qu'il y ait du pétrole. On parle donc des permis miniers qui ont été attribués. Dans ces permis miniers-là, il y a bien sûr l'or noir, du pétrole. Il faudrait donc qu'il y ait, on va dire, un parfait accord entre, on va dire, l'action politique gouvernementale qui est dirigée par les États et l'effort mondial de la lutte contre les changements climatiques. Il faudrait qu'on puisse faire un lien entre les deux.
pour éviter de pouvoir dégrader cette zone importante des tourbières. The next one, please. Alors, notre menace importante. Alors, comment faire pour réduire ces menaces-là? Pour réduire ces menaces, nous avons vu dans la diapositive précédente qu'il y a des superficies qui ont été attribuées pour l'exploitation forestière, qu'on a aussi découvert des zones qui auraient potentiellement de l'or noir et autres. Alors, pour réduire ces menaces-là, il faudrait qu'il y ait une coordination, mais aussi une coopération entre les gouvernements des deux pays, des deux principaux pays dans lesquels cette tourbière a été découverte, notamment la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il faudrait aussi organiser des réunions de sensibilisation auprès de tous les acteurs qui interviennent dans l'ère de distribution de ces tourbières. Notre collègue de la RDC, dans son propos liminaire, a si bien identifié les différents facteurs de risque. Et donc, si ces facteurs de risque-là sont identifiés, cela veut dire que nous pouvons agir sur ces facteurs de risque en vue de réduire les menaces qui ont été déjà identifiées. Une autre piste intéressante, ce serait d'augmenter la superficie des zones protégées. Parce qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, 3 ans que cette publication a mis en valeur l'existence de la plus grande tourbière tropicale. Alors, le gouvernement, sinon les gouvernements des deux États, dans la lutte contre les changements climatiques, pourraient aussi aller dans le sens de l'augmentation on va dire, des zones protégées pour favoriser la conservation de cette zone importante qui regorge du carbone. The next one, please, Charles. Alors, pour la prochaine slide, nous sommes en train de parler ici qui peut faire quoi. Next one, please. Yes, thank you. Alors, qui peut faire quoi? Donc, on va parler ici. No, please. Go back. Yeah, thank you. So, qui peut faire quoi? Il y a que les pouvoirs publics doivent augmenter la superficie des aires protégées, comme nous sommes en train de le dire. Il serait ici important de souligner déjà l'engagement très fort qu'a pris la République du Congo très récemment à travers un conseil de ministres au cours duquel le gouvernement de la République du Congo a reconnu l'importance de la conservation de cette zone de tourbière. Et au mois de mars dernier, il s'est tenu à Brazzaville la réunion de la 3e réunion mondiale de l'initiative mondiale sur les tourbières, au cours de laquelle nous avons vu qu'il a été signé, on va dire, la déclaration de Brazzaville, dans laquelle les principaux pays, spécialement la RDC et le Congo, se sont engagés vers la conservation. Ça, c'est déjà l'action politique qui serait important de pouvoir reconnaître ici, souligner et qui doit être renforcée. Qui doit faire quoi? La deuxième réponse, c'est la recherche des financements pour la conservation. Parce que le premier orateur, notre collègue de la RDC, a su bien le dire. Dans ces zones de tourbières, vous avez des villages, vous avez des populations autochtones, vous avez des gens qui vivent. C'est vrai qu'on parle de la conservation, mais ces populations aussi doivent vivre. Il serait important de pouvoir mobiliser des financements pour assurer la conservation de ces zones de tourbières. Les exemples sont souvent donnés un peu dans d'autres pays, comme au Pérou, dernièrement, il y a eu un financement qui va dans ce sens-là, qui pourrait donc permettre de pouvoir faciliter le relèvement du niveau de vie des populations autochtones, afin que ces populations-là ne puissent pas continuer à pouvoir dégrader cette zone qui est aujourd'hui reconnue comme étant être une zone très, très importante. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le terrain, nous sommes allés dans ces zones-là de tourbières. J'ai été surpris de voir que parfois jusqu'à 4 km à l'intérieur des forêts, vous avez des populations qui abattent ce qu'ils appellent des arbres à abeilles ou des arbres à miel. Ce sont ces arbres sur lesquels les abeilles construisent leur niche pour la production du miel. Alors si de tels impacts sur la zone de tourbière se multiplient, ça va augmenter la superficie totale utile de cette zone-là et participer à la dégradation. Donc, la recherche des financements est très importante. Elle permettra donc de lutter contre la pauvreté et mais aussi assurer la conservation de cette zone-là. Le troisième point très important, c'est poursuivre la recherche scientifique dans cet écosystème.
Parce que la première question qui a été posée, elle est très importante. Quel est le type de tourbière que nous avons dans le bassin du Congo? À ce moment, malgré le travail qui a été fait, nous ne pouvons pas confirmer avec certitude le type de tourbière que nous avons parce qu'il est important pour nous de poursuivre des recherches. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre des recherches. Il y a un deuxième financement que notre équipe de recherche a obtenu, va nous permettre, à partir de janvier prochain, travailler sur 4 ans, collecter davantage des données scientifiques dans la zone d'études qui vont nous permettre, d'ici à 3 ans, 4 ans, arriver à obtenir la réponse suivante. Quel est le type de tourbière que nous avons? Est-ce que ce sont des tourbières du type ambrotrophe? Est-ce que ce sont des tourbières du type minérotrophe? Nous ne savons pas. Quel est l'autre type de classement que nous pouvons donner à ce type de tourbière-là? Nous aurons la réponse dans quelques années. Qui peut faire quoi encore? C'est que les ONG, la société civile, les médias, surtout au niveau des médias, il faudra renforcer la communication, renforcer l'éducation pour que les populations locales comprennent c'est quoi le mot tourbière. Ça veut dire quoi tourbière? C'est un mot qui tombe comme du ciel. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui demander à ces populations locales qui y vivent depuis des décennies, subitement comme ça, arrêter de toucher cette zone-là sans qu'il y ait, dans la même période, un travail de sensibilisation et d'information pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux scientifiques, quels sont les enjeux environnementaux, quels sont les enjeux, on va dire même politiques, et quel est l'intérêt ou le bénéfice global pour la planète de pouvoir conserver ce plus grand complexe de tourbières qui a été découvert dans le bassin du Congo. The next one, please. I think that's all. The next one. Yeah, I think that's all. Thank you, Charlie. Yeah. Donc, c'était tout. C'est ça ma présentation. En gros, ce que je peux dire sur la découverte de ce plus grand complexe de tourbières en zone tropicale qui a été faite par notre équipe de recherche. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, docteur Ifo, pour cette vraiment très informative présentation. Je crois qu'on a appris beaucoup sur l'état des connaissances, même si là, effectivement, il y a toujours des lacunes et il faudra certainement intensifier la collecte de données et les recherches pour mieux comprendre que sont les écosystèmes tourbières dans la cuvette centrale du bassin du Congo. Vous avez pu identifier également un peu les principaux facteurs qui pourraient avoir un impact sur un changement de cet écosystème. Le changement du climat étant certainement le principal, mais également les plans de développement avec effectivement des plans qui montrent aussi, et là aussi encore, il y a des conflits d'utilisation des terres à prendre en considération dans la gestion des tourbières. Oui. Également, je pense que toutes les lignes un peu d'action que vous proposez aussi pour prévenir de ces menaces sont très intéressantes. La coordination entre les pays qui a déjà été amorcée dans le cadre de la déclaration de Brazzaville, mais qui peut être aussi une coordination avec d'autres pays en dehors du bassin du Congo pour apprendre de l'expérience aussi des pays qui ont déjà, on va dire, fait un processus soit de conservation, soit essayer d'enrayer la dégradation de leurs ressources de tourbières. Vous avez mentionné également la protection, l'importance de la protection de ces zones, mais également de voir un peu comment les différents acteurs peuvent être pris en compte dans cette gestion de l'espace naturel. Et là, je crois que très important, l'engagement politique, là aussi qui a déjà été manifesté aussi bien en RDC qu'au Congo au travers de la déclaration, le besoin de financement, il faut continuer la recherche, il faut continuer aussi l'aménagement de cette ressource, et puis l'importance de la sensibilisation, l'information, la communication. Je crois que la recherche faite dans le cadre de l'IS a vraiment été un révélateur, a permis de faire une prise de conscience. Donc maintenant, il faut sur cet élan que les actions s'entament, commencent, continuent pour préserver cette ressource. Voilà.
Sur ce, je crois qu'on va prendre quelques questions. Je crois qu'on a eu beaucoup de questions là sur les questions des tourbières du bassin du Congo. Je vais demander peut-être à Maria, qui a dû un petit peu regrouper ces questions, d'identifier les questions principales qui ont été posées par les différents participants. Oui, merci Anne. Voilà, on a plusieurs questions effectivement, donc il faut, si vous pouvez donner des réponses assez brèves, comme ça on va pouvoir tout répondre potentiellement. Je vous pose deux questions et après je vous laisse répondre. Premièrement, comment reconnaître une tourbière? Ça c'est souvent une question. Par exemple, si on est déçu, comment on peut savoir que c'est une tourbière? Il y a des moyens de savoir ça, là, n'est-ce pas? Et la deuxième question, quels sont les différents types de tourbières? Vous avez déjà mentionné quelques-uns, mais si vous pouvez encore revisiter brièvement. Merci. D'accord, ok. Je peux répondre, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Tu peux me répondre la première question, s'il te plaît? Comment reconnaître une tourbière? Okay. Alors, une réponse simple. Une tourbière, on va dire, c'est on va dire, une tourbière, donc on va dire c'est une zone dans laquelle on trouve un type de sol qu'on appelle la tourbe. La tourbe est un type de sol très riche en matière organique et le taux de la matière organique peut aller jusqu'à, on va dire, ce taux de matière organique est très élevé et contenir du carbone avec un taux très élevé. Lorsque vous touchez de la tourbe, la tourbe n'a rien à voir avec de l'argile, non. Ça n'a rien à voir avec un sol boueux ou je ne sais pas quoi là. C'est vraiment de la matière organique que vous avez. On a même pris, tout dernièrement, je suis allé sur le terrain avec des étudiants, on a même pris le goût de pouvoir même goûter la tourbe. Donc, je peux même goûter cela. Donc, pour répondre succinctement, c'est un type de sol qui est très riche en matière organique, qui n'a rien à voir avec un sol argileux ou un autre sol sableux. Non, c'est vraiment de la matière organique. Lorsqu'on est dans une zone de tourbière, généralement, bon, je pense que je m'arrête là, comme tu as dit, que l'on puisse être bref. Ouais. Merci bien. Il y avait la deuxième question. Si brièvement, vous pouvez dire quels sont les différents types de tourbières? Alors, la question, c'est une question fondamentale, mais aussi qui fait débat au niveau global. Effectivement, lorsque vous lisez les documents qui sont mis en ligne, je passe le contrat de Francis aussi, suivant les pays, que vous soyez au Canada, en Europe, et tout récemment en Afrique et dans le bassin du Congo, où ça a été découvert très récemment, il n'y a pas un accord au niveau mondial sur la classification des tourbières. Il y en a de plusieurs types. Alors, donc je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Il suffit juste d'aller dans la bibliographie. On va trouver les différents types qui existent. Il y a plus de 6 ou 7 types de classes de tourbières comme ça identifiés. Mais dans le cas spécifique du bassin du Congo, où nous supposons que ce type de tourbière s'est développé uniquement grâce aux précipitations, donc à la chute des pluies, nous avons des suppositions que c'est un type de tourbière qu'on appelle des tourbières ambrotrophes. C'est-à-dire que cette tourbière-là s'est développée, ou bien que la masse d'eau qui a servi au développement de cette tourbière-là provient uniquement du ciel à travers les précipitations. Et il y a un autre type de tourbière qu'on appelle donc des tourbières minérotrophes. Cette fois-ci, l'eau provient du sous-sol, pour parler plus simplement. Et c'est la raison pour laquelle, vu que la superficie est très importante de notre zone d'étude, elle est très très importante, nous sommes pour l'instant prudents. On ne veut pas conclure si ce sont des tourbières ambrotrophes ou bien ce sont des tourbières minérotrophes. Non. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons poursuivre nos études et d'ici 4 ans, 5 ans, assurément, on aura une conclusion sur le type de tourbière qu'on a exactement en République du Congo. Ce qui est vrai pour les caractéristiques, nous avons constaté que le pH est vraiment acide, donc ça paraît légèrement acide, ça paraît très pauvre en bioéléments et autres. Cela suppose que ça... Mais on aura la réponse dans plus ou moins 4 ans, 5 ans.
Merci beaucoup. Il y a encore une question très importante parce que vous avez participé dans la cartographie des tourbières. Si vous pourriez répondre Oui. à la question, quels outils utilisez-vous aujourd'hui pour cartographier les tourbières? Si vous pouvez décrire un petit peu la process, comment ça passe. Merci. On va dire que la procédure elle est plus ou moins classique pour tous ceux-là qui sont familiers dans le domaine. Pour le travail qui a été fait, on va dire qu'il y a eu des données importantes qui avaient été collectées sur le terrain qui ont permis de pouvoir, on va dire, avoir des informations sur le type de végétation et autres qu'on rencontrait le long des différents transects. Alors, ces données collectées sur le terrain ont été couplées, on va dire, aux images satellites qui étaient disponibles de la zone. Alors donc, pour ceux qui sont familiers, les données collectées sur le terrain ont servi comme de zones d'entraînement pour améliorer la classification sur l'édition de la carte finale. Alors, lors de la classification, il y a plusieurs itérations qui ont été faites, plus de 1000 qui ont été faites dans le cadre de notre publication pour arriver à une carte qui soit la plus possible, qui puisse refléter vraiment la réalité terrain, mais aussi qui puisse nous permettre d'avoir une étendue globale de cette zone de tourbière en RDC comme en République du Congo. Merci beaucoup, Ifo. Maintenant, je propose que on réinvite Francis à me remplacer dans l'espace de gens qui parlent, et on va après aller dans la discussion avec panel. S'il vous plaît, Anne, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Maria. Puis, alors peut-être juste une question posée par Joseph que je trouve très intéressante aussi pour l'implication du secteur privé local. Il demande donc dans quelle mesure le secteur privé local peut tirer profit des tourbières du Congo, et en retour, quelles mesures rentables peuvent être prises pour contribuer à leur préservation? Je crois que c'est une vaste question, mais je pense certainement pour Ifo. Oui, c'est une question très importante, mais ici, j'interviens comme chercheur qui participe à la lutte contre les changements climatiques. Moi, j'encourage la préservation et la conservation de la zone des tourbières. Et donc, si on peut trouver d'autres mécanismes, comme des mécanismes de financement, qui puissent permettre de favoriser cette conservation ou permettre aux populations locales de pouvoir trouver de quoi pour subvenir à leurs besoins et participer à la conservation, j'encourage ces méthodes-là. Mais je ne peux pas ici parler à la fois de l'utilisation de la zone de tourbière et de la conservation. Je ne peux pas parler de deux langages. Ce que moi je présente ici, c'est que voici notre travail de recherche, voici le stock de carbone qui est contenu. Lorsqu'on combine les autres études qui ont été faites en Asie et autres, nous nous sommes aperçus que les zones de tourbières sont très très riches en biodiversité. Alors, on va vers la conservation. Alors, donc, je ne sais pas trop répondre à cette question, s'il faut aller vers des méthodes. Non. Moi, ici, je présente la conservation parce que je participe à la lutte contre les changements climatiques. Je veux aller vers la préservation de tout ce qui est biodiversité, c'est-à-dire la faune comme la flore. Peut-être que Francis a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, ce serait peut-être aussi un peu intéressant d'avoir aussi des situations, peut-être sans s'intéresser aux tourbières du bassin du Congo, mais avoir aussi des situations où il y a effectivement préservation et utilisation vont de pair. Je pense qu'on a beaucoup à regarder dans les situations qu'on peut trouver ici et là dans le monde. La situation que nous avons eue en Indonésie, et j'avais vu avec intérêt que les représentants du gouvernement indonésien s'étaient rendus à Brazzaville, l'Indonésie avait fait dans des tourbières qui sont aussi très vastes des destructions importantes, en essayant d'avoir des développements économiques très forts. On est allé trop loin et maintenant le gouvernement indonésien se voit obligé, pour des raisons qui sont devenues catastrophiques, de faire machine arrière. Mais sauf faire machine arrière coûte très cher et plus difficile à faire que de conserver l'existant. Lorsqu'il s'agit de tourbières qui sont d'une telle surface et d'une telle importance au niveau mondial, je pense que
des gouvernements comme ceux de la République démocratique du Congo et du Congo doivent pouvoir être aidés au niveau international de manière à ne pas porter entièrement la charge de ce qui est quelque chose qui profite à l'humanité entière. Donc, Oui. il faut à la fois qu'il puisse y avoir sur cette première phase qui est celle de la recherche, et on a vu déjà cette coopération entre l'université de Leeds et les universités locales, doit se poursuivre. On doit arriver à savoir quel est le type de tourbière pour mieux les comprendre. Une chose, par exemple, qui apparaît très nettement, c'est que dans les tourbières du nord et du centre de l'Europe, enfin du nord également de notre hémisphère, on a une végétation qui est très facile à reconnaître. On n'a pas toujours besoin d'aller faire des sondages pédologiques pour savoir qu'on a de la tourbière en dessous, car on connaît bien les végétations qui se rapportent à la tourbière. Pour ma part, j'ai pu aller en Guyane française où, interrogeant les herbiers de Cayenne, ils n'étaient pas en mesure de nous dire c'est telle végétation qui correspond à de la tourbe. Donc on était obligé de faire ces recherches en profondeur. Donc il y a besoin d'avoir un référentiel, hein, et par exemple les études par satellite pourront être plus efficaces si on sait quel type de végétation correspond à un sous-sol de tourbe. Donc c'est juste un exemple des choses qui auraient besoin d'être mieux connues. Donc on a besoin de mieux connaître ce qu'il en est, et ensuite lorsque la pleine mesure est prise, là, toutes les mesures qui sont proposées et que IFO nous a décrites tout à l'heure doivent être mises en place. Alors là, il y a cet élément important, c'est-à-dire que depuis les personnes qui vivent vraiment sur le terrain jusqu'aux personnes qui ont la responsabilité politique de mettre en œuvre des mesures, il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit faite de l'importance de cela. Alors ça, on doit s'y mettre un peu tous ensemble, hein. La connaissance vient sur place et des conférences internationales et à un niveau national doivent être faites, des mesures d'information de toutes sortes de publics doivent être faites. Et ensuite, il y a également des mesures qui doivent concerner les entreprises privées, mais là c'est effectivement plus délicat puisque les entreprises privées, par définition, elles sont là pour faire du bénéfice. Et le bénéfice, parfois, il va à l'encontre du bien-être public dans une certaine mesure. Alors c'est ensuite sur la base de la connaissance, avec le support que peuvent représenter les organismes politiques, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre une utilisation, mais qui soit non pas immédiate, mais durable de ces zones, et puis les concessions qui existent, les entreprises privées qui sont sur place. Et ça, c'est sans doute la chose la plus difficile, ici comme ailleurs dans le monde. Un autre exemple qu'on a pu aussi avoir, c'est celui de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, et je sais qu'il y avait des représentants du Pérou qui étaient également présents à Brazzaville. Ce qui leur est important pour eux, en particulier dans les Hautes-Andes, ces zones-là sont des secteurs qui fournissent une eau en abondance pour des villes qui, comme Lima, se trouvent sur la côte et manquent complètement d'eau. Si la tourbière disparaît, non seulement on a la disparition de tout ce qu'on vient d'indiquer tout à l'heure, mais également il n'y a plus d'eau pour la ville de Lima et pour toute la côte péruvienne. Donc c'est des pays où il est indispensable que l'on comprenne très très vite que la préservation des tourbières est vitale. On manque sans doute pas d'eau pour l'instant en République du Congo, heureusement, mais on risque de manquer de beaucoup d'autres choses si on devait détruire les tourbières. Donc, regardons bien les exemples de ce qui s'est mal fait ailleurs pour éviter que le Congo ne pâtisse de choses qu'on peut conserver au bénéfice des Congolais, mais aussi un bénéfice général. Donc, il faut qu'on partage, je pense, à la fois la connaissance, les moyens et ensuite la compréhension de tout ce qui est sur place. D'accord, merci beaucoup Francis pour cette réponse qui donne aussi une perspective internationale et mondiale. Peut-être une question qui est un peu liée puisqu'on parle de financement sur la RED+, donc ça c'est également une question par Joseph. Est-ce que la capacité de stockage des tourbières congolaises va-t-elle être prise en compte dans le processus RED+? Cette question est peut-être plus pour IFO, qui connaît en tout cas peut-être le processus RED+, en République du Congo. Oui, déjà, le dernier rapport qui a été soumis par le Congo, je pense, lors de la COP de Paris, dans ce rapport-là déjà, la République du Congo envisageait de prendre en compte déjà le carbone du sol contenu dans les tourbières pour l'inscrire dans le cadre du processus RED. Et c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on a participé à la rédaction du RTP Congo, on n'avait pas pris en compte le compartiment sol, mais aujourd'hui,
la force des choses oblige à ce qu'on prenne en compte ce compartiment très, très important et puis l'inscrit dans le processus RAID. D'autant plus que le stock de carbone contenu au niveau des tourbières découvertes, le stock de carbone est plus important que toute la biomasse aérienne. Donc, à quoi va servir de s'engager dans la RAID si l'on ne sait pas prendre en compte ce réservoir de carbone qui est plus important que tout le carbone contenu au niveau de la biomasse aérienne en République du Congo. Il a été déjà inscrit, être pris en compte dans le cadre du processus RAID de la République du Congo. D'accord. Et peut-être une question qui est liée là aussi, est-ce que les tourbières risquent pas de modifier de manière drastique l'équation émission-atténuation des contributions nationales déterminées des deux pays? Comment modifier l'équation absorption? Je n'ai pas tout de suite comme ça une réponse à donner parce que je n'ai pas beaucoup réfléchi là-dessus. Peut-être que quand Francis a sûrement une contribution à donner, mais je n'ai pas une réponse, on va dire, précise là-dessus. Ouais. Je ne sais pas particulièrement pour les deux républiques du Congo, mais en tout cas au niveau mondial, ce que nous avons essayé de mettre en avant avec l'IMCG, c'est le fait que si on oublie de prendre en compte les tourbières et qu'on prend en compte seulement les forêts et les autres, même déjà il ne fallait pas oublier les autres sols organiques, qui étaient quelquefois oubliés, et même la France avait pendant longtemps pas mis en avant les autres sols organiques, pas seulement tourbeux, dans les bilans carbonés. Donc déjà, prendre en compte les forêts, bien sûr, les autres sols organiques et les tourbières. Et c'est seulement en prenant l'ensemble de tout cela en compte que chacun des pays, de manière variable forcément, pourra avoir une contribution qui soit bien évaluée. Alors il est bien certain que, on l'avait vu sur notre carte tout à l'heure, il y a des pays où les tourbières sont complètement négligeables, et en Afrique, ça va être particulièrement tous les pays, bien sûr, du Sahara, les pays du Sahel, tous les pays où, en fait, soit il n'y a pas d'eau du tout, soit l'eau n'est présente qu'à une saison très limitée. La tourbière, elle a besoin d'une eau régulière, continue, et c'est ce qu'on peut trouver principalement dans les zones équatoriales. Mais elle est également présente avec ces fameuses tourbières minérotrophes dont on parlait. On peut avoir des tourbières dans des zones moins arrosées, mais parce que de l'eau est conservée dans le sol. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, il faut prendre en compte le carbone qu'il y a dans les végétaux, particulièrement dans les arbres, le carbone qui est présent dans des sols organiques mais non tourbeux. Juste pour compléter, quelque chose me revient, c'est que lorsqu'on voit les deux premières communications nationales qui ont été soumises par la République du Congo, il s'est déjà dégagé de façon claire que le Congo était un pays puits de carbone. Alors, si le Congo était un pays puits de carbone, lorsqu'on regarde les conclusions des deux premières communications nationales. Mais là, le Congo puits de carbone à cause de la superficie importante des forêts que nous avons. Mais là, cette découverte nous fait savoir que le stock de carbone contenu au niveau contenu à l'intérieur de cette tourbière, elle est plus importante, comme je l'ai dit tantôt, que le carbone contenu au niveau de la biomasse aérienne. Alors, ça veut dire que toutes les activités anthropiques dans cette zone-là qui tendraient à pouvoir perturber la stabilité de cette zone vont assurément, on va dire, participer à un largage plus important, sinon contribuer à des émissions plus importantes, ce qui pourrait donc bouleverser le rapport émissions et puis bilan. Je pense que ça c'est clair. Oui. Bon, j'en profite pour poser d'ailleurs une autre question de Tangamu. Comment faire pour éviter que les tourbières ne s'assèchent? Alors, comment faire que les tourbières ne s'assèchent? Nous avons apporté la réponse déjà à travers toutes les communications qui ont été données. Comment faire? C'est déjà que sur le plan environnemental, nous devons tous avoir la même vision. Lutter contre le réchauffement global, parce que tout à l'heure, nous avons dit que l'augmentation de la température va renforcer l'évapotranspiration. Ceci dit. Mais il y a aussi un deuxième niveau qui peut participer, on va dire, à l'assèchement de cette zone de tourbière. Ce sont les différentes activités anthropiques comme l'agriculture ou bien l'irrigation, je ne sais pas quoi. Toutes les ouvertures qui pourraient être faites à l'intérieur de cette zone de tourbière pourraient donc déstabiliser le cycle hydrologique à l'intérieur de cette zone de tourbière-là
et contribue aussi à l'assèchement. Et aujourd'hui, nous avons, cette tourbière a été découverte, on va dire, dans le grand bassin du Congo. Ici, je parle du bassin hydrologique. On va dire que cette tourbière, on va dire, a été découverte, ou bien se superpose, ou bien a été découverte dans cette zone où nous avons ce grand bassin hydrologique. Il y a donc un lien direct entre le bassin hydrologique et donc cette tourbière-là. Cela veut dire que tout ce qui pourrait être fait à l'intérieur de la zone de tourbière, dans le sens de pouvoir déstabiliser, on va dire, l'équilibre qui existe entre ces eaux à l'intérieur de la zone de tourbière et puis autres, pourrait bien provoquer l'assèchement de cette zone-là. Je pense que la réponse est là. Voilà, très bien. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et on aimerait bien aussi mettre dans le panel M. Torirambe. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner quelques grands mots de conclusion de ta part hein, sur ce sujet-là? Alors, ce que je puis dire, c'est que cette tourbière, on va dire que la question sur les tourbières aujourd'hui est une question très capitale et plus importante. Les publications scientifiques aujourd'hui ont mis à jour l'importance de cette tourbière-là. C'est vrai que nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais à l'état actuel des connaissances, les premières estimations montrent que la superficie, elle est la plus importante qui existe en zone tropicale. Les premiers travaux de recherche nous montrent que le stock de carbone contenu est aussi très important, de l'ordre de 30 milliards de tonnes de carbone. Comme on dit, ça représente environ 20 années d'émissions annuelles anthropiques d'un pays comme les États-Unis. Les travaux qui ont été faits au niveau mondial dans d'autres tourbières tropicales ont montré que cette zone de tourbière elle est très riche en biodiversité, tant sur le plan de la flore que sur le plan de la faune. Les travaux aussi ont montré que ces tourbières jouent un rôle très très important dans le cycle hydrologique. Ah, donc, tous ces travaux-là montrent qu'aujourd'hui, nous devons tous aller vers la conservation de cette zone de tourbière pour, participer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi veiller à ce que les espèces endémiques qui existent soient aussi conservées. Tout ce que je peux dire aussi en conclusion, c'est que tous ceux-là qui ont participé à cette conférence, je voudrais les remercier et puis que nous puissions tous batailler, travailler ensemble pour que ces tourbières soient conservées et que nous puissions gagner, on va dire, ce grand combat, la lutte contre les changements climatiques. Très bien, merci beaucoup Suspen, vraiment pour ces mots qui sont très très importants. Nous allons maintenant, je crois, inclure dans le panel Monsieur Torirambe. Pour prendre peut-être une ou deux autres questions auxquelles il pourra répondre. Et puis ensuite, on va aller vers les mots de conclusion, faire un petit résumé, aller vers les mots de conclusion. Merci beaucoup, Ifo. Alors peut-être, maintenant, il y a une question qui est venue de Anne, qui est venue de Sophène Bissangou. Pensez-vous que les tourbières découvertes en République du Congo sont en sécurité ? Et quelles sont les actions sur l'aménagement du territoire déjà mises en place pour protéger ces tourbières? Donc, je pense que c'est une question qui pourrait être bien pour M. Torirambe. Oui, M. Torirambe, on vous entend bien, oui. Bien, merci beaucoup. Et bon, j'ai écouté beaucoup de questions, j'ai écouté beaucoup de réponses. Très bien. L'effort de la conservation, c'est un effort que tout le monde souhaite. Mais nous devons faire un effort de ne pas tomber dans les erreurs du passé. Lesquelles erreurs? Qu'on a soutenu d'abord l'économie. Je parle maintenant en termes du développement durable. On a soutenu l'économie du monde et qu'on avait oublié l'environnement et le social et le monde n'avait pas avancé. Si aujourd'hui, nous considérons uniquement dans la protection, parce que les gens parlent de la conservation, or dans la conservation, il y a le mot utilisation durable. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans ces erreurs
et qu'on n'avanceront pas. L'UNESCO a pris des engagements avec la notion. On a parlé des biosphères, c'est-à-dire l'homme est au centre des biosphères. Si nous ne faisons pas attention, que nous parlons et que les chercheurs, et j'ai parlé à mon frère, docteur, il faut qu'on fasse attention. Parce que le développement durable nous demande à ce que les trois piliers, l'économie, le social et l'environnement soient en équilibre. Et que le monde, dès le départ, a fonctionné avec l'économie, ça n'a pas fonctionné. La planète a eu trop de problèmes. On a pu intervenir les social, mais on n'a pas avancé. Maintenant, on intervient l'environnement. Il ne faut pas qu'il y ait des équilibres. Ça, je tire l'attention des chercheurs. Moi, je le suis aussi, mais je souhaite que nous tous, nous devons nous mettre dans cet développement durable où les trois piliers doivent être en équilibre. On peut privilégier la protection, mais on abandonne la population qui est là-dedans. Ça, nous tapons à côté. Les parcs de Virunga, les RDC, je pense qu'il est parmi les champions au monde de la conservation. Les parcs de Virunga aujourd'hui a de très problèmes sérieux. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte la population qui est dans ces parcs. C'est comme ça qu'on a des bandes armées, de multiples bandes armées dans ces parcs-là, des grands parcs qui datent de plusieurs décennies, et qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés de gérer ces parcs-là. La Salonga qui est là où il y a même les berceaux des tourbières. Il y a une grande population des éléphants, et aujourd'hui, toutes nos interventions, on les amène vers la conservation, à mauvais sens de l'expression, c'est-à-dire qui égale protection. Or, la conservation, c'est protection et utilisation durable des ressources. Nous amenons, et aujourd'hui, la population des éléphants dans les parcs de Salonga a beaucoup diminué. Donc, je demande aux chercheurs de tenir compte de ces trois aspects. Parce que si nous voulons seulement mettre notre accent de nos recherches au terme de la protection, qu'on parle de conservation aujourd'hui dans cette vision-là, nous ne faisons pas une œuvre utile. Donc moi, je demande et je recommande aux chercheurs d'accélérer la recherche sur les trois piliers. Comment nous pouvons fonctionner ensemble avec les tourbières? Parce que les tourbières, si je réponds à la question qui a été posée sur le plan loi, notre pays, par exemple, dans les codes des forestiers, prévoit que d'ailleurs, dans la zone des marécages, parce que les tourbes ne se trouvent que dans les marécages, il n'y a pas d'exploitation. Ce qu'il faut aider la RDC et que la RDC doit faire un effort, c'est d'aller dans ces plans d'aménagement. Même si aujourd'hui, il y a des concessions forestières qui sont là-dedans, mais il faut faire attention, il faut demander aux exploitants forestiers et que les exploitants forestiers doivent respecter la loi, doivent faire les plans d'aménagement et que dans ces zones-là, doivent tomber dans la zone de conservation, de protection. Oui. Monsieur Taïrandi, je suis désolée, mais on a vraiment plus beaucoup de temps, mais effectivement, je crois que le message est très important de dire qu'il faut concilier les trois piliers de développement, conservation et puis aspect social. Malheureusement, effectivement, on arrive au terme un peu de ce webinaire, mais je constate qu'il y a beaucoup d'intérêt et de questions. On continuera à y répondre, je pense, en dehors de la session. Voilà. Désolée d'avoir coupé. C'est juste pour maintenant faire une conclusion. Donc, je crois que Francis va faire un petit peu un résumé avec quelques messages clés qui sont apparus lors de cette session. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, comme vient de nous le dire M. Toyrambe, toutes les réflexions qui doivent être faites doivent également prendre en compte l'aspect social. Une chose m'est particulièrement à cœur, c'est que les populations ne bénéficieront des tourbières que si elles conservent leur eau, que si elles restent tant que telles. Alors c'est certain
que ce ne sont pas des lieux où des grandes populations importantes, des populations importantes peuvent vivre, mais celles qui ont su s'y adapter déjà au fil des siècles et des décennies doivent pouvoir continuer à y vivre et elles doivent être prises en compte. Une chose m'est assez nette, c'est qu'en tout cas, si on devait être amené à dessécher comme ça avait été fait à Bornéo avec un grand canal où on dit simplement maintenant on va faire du riz, ça serait une solution qui est mauvaise car ce ne sont pas des terrains qui sont adaptés à faire du riz ou à faire toutes sortes de cultures de ce type-là. Il faut arriver à tenir compte à la fois des besoins des populations et des besoins, des particularités de la nature qui est à la fois très riche sur place mais qui est très difficile aussi. Donc là, c'est vrai que c'est une piste de recherche qui est énorme pour les chercheurs du monde entier. Nous devons nous pencher beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'à présent sur ces tourbières tropicales. Donc, si j'avais un premier message à faire, c'est apportons un regard plus attentif sur ces tourbières tropicales en Afrique centrale. En Indonésie, c'est déjà pas mal le cas, mais également dans le bassin de l'Amazone et en Amérique du Sud, pour qu'on connaisse un petit peu mieux cet écosystème et qu'on voit comment une cohabitation aussi harmonieuse que possible peut se faire entre les populations et ces milieux naturels. Donc, je crois que ce qui est mis en avant avec la découverte ou redécouverte un peu de ces tourbières congolaises, c'est qu'on a encore un autre élément extraordinaire qui nous vient de l'Afrique. Il faut qu'on arrive à mieux le connaître, il faut qu'on arrive à ce que dans les années à venir, il soit à la fois protégé, utilisé là où il peut l'être, mais toujours une utilisation comme dans mon schéma qui garde cet élément eau, car sinon, si on assèche, eh bien, on va avoir à la fois l'incendie, on va avoir une disparition de tout ce qui est une certaine poule aux œufs d'or. C'est pas une poule extraordinaire, mais parce qu'elle a des difficultés, on a du mal à vivre dans une tourbière. On n'est pas, nous, espèce humaine, une espèce qui vit facilement dans les tourbières. Mais en tout cas, si la tourbière devait disparaître, elle nous ferait beaucoup plus de dégâts que toutes les choses positives qu'elle peut nous apporter. Donc, poursuivons dans les universités congolaises comme dans les universités du monde entier cette connaissance. Tâchons de mettre en point des dispositifs. J'espère que la FAO pourra y contribuer également, des dispositifs qui puissent aider les pays qui portent ainsi des tourbières de ce type-là. Faisons en sorte que les mécanismes combinent des zones de protection, des zones d'utilisation raisonnée et puis une bonne connaissance, une bonne utilisation lorsque c'est possible de ces milieux de tourbières tropicales que l'on découvre de plus en plus. Et je pense que d'ailleurs, y compris pour les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord, qui vivent en Europe, en Amérique du Nord, il faut qu'on fasse beaucoup plus connaître, ça c'est un petit peu notre rôle aussi ici, faire en sorte qu'on ne néglige pas l'existence et qu'on fasse connaître ces tourbières tropicales beaucoup mieux qu'elles ne le sont. Pour l'instant, tourbières, les gens pensent Grand Nord, pensent Canada, Russie, oui, c'est vrai, il y en a. Très bien, merci beaucoup Francis pour avoir donné aussi quelques éléments clés. Là encore, on parle d'information, communication, sensibilisation et je pense que ce webinaire a aussi cette fonction d'essayer de disséminer un peu plus cette question des tourbières du bassin du Congo, de la cuvette. Le temps nous presse, donc maintenant, on va devoir conclure cette session. Donc, je voudrais vraiment remercier à tous pour votre participation très nombreuse, donc plus de 100 personnes. Ce fut un événement, je crois, très riche, beaucoup d'informations. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment et je crois que j'ai appris aussi pas mal de choses. Donc, j'espère que cette session qui était organisée à la fois par la FAO et le Forum des paysages mondiaux vous a été utile. Ce que j'aimerais peut-être pour conclure, c'est si vous pouvez également là dans le chat donner un petit peu votre impression sur la session et puis quelques éléments de feedback, voilà. Et vous indiquer ce qui vous a apporté. Ou bien, on continuera à répondre aux questions. Donc, en dehors de la session, on continuera à répondre aux questions qui ont été posées. Là, il y en a eu beaucoup, donc impossible de tout traiter. Mais ça montre qu'il y a un intérêt énorme pour le sujet et qu'il va falloir continuer à approfondir la question dans notre session. Vous aurez tout le matériel, donc l'enregistrement là sur le podcast du site du Global Landscape Forum, là, du Forum des paysages mondiaux. On vous enverra aussi donc le lien pour avoir accès à la fois à l'enregistrement et aux différents documents là aussi sur cette plateforme. Voilà, bon, merci beaucoup encore à tous pour ces échanges très fructueux. Merci immensément aux panélistes. Donc, il faut
à Monsieur Ifo, à Monsieur Francis Muller et puis à Monsieur Benjamin Toré-Rambé pour avoir comme ça alimenté la discussion. Merci à tous pour vraiment les questions qui ont vraiment afflué. En espérant vous retrouver une autre fois, soit de façon virtuelle ou bien quelque part, qui sait, à patauger dans quelques tourbières du monde. Voilà, au revoir à tous et bonne journée. Au revoir à tous.